Bonjour à tous et bonjour Romain. Bonjour. Je vais te laisser Romain te présenter tout à l'heure. Donc, tu es t'es le fondateur d'une société qui s'appelle Acceptio qui fait des bannières de cookies. Allez, je vais l'appeler ça comme ça, puis après tu vas m'expliquer pourquoi c'est beaucoup plus que ça. Je suis toute petite intro. La raison pour laquelle je suis content de t'avoir aujourd'hui, c'est moi je me présente aussi, hein, je suis Nicolas Cholet, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Unnest, qui fait du conseil en data marketing. Et parmi les choses qu'on fait pour nos clients, c'est s'occuper du tracking de leur site web et donc déployer des CMP, des Consent Management Platform. Et on travaille très régulièrement avec Acceptio. Et il se trouve en plus, Romain, que tu prends souvent la parole, je trouve, sur des sujets de, justement de respect de la vie privée, du consentement, du monde de la publicité en ligne, parce que finalement, c'est ça le fondamental. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis aussi, ta boîte, c'est un beau succès, enfin, assez impressionnant, je trouve. Et donc, je trouve ça intéressant. Donc, on va avoir un peu trois parties aujourd'hui. Une première partie, vraiment, tu vas te présenter ce que vous faites. Ensuite, on parlera un peu plus du sujet du consentement, de respect de la vie privée et tout ça. Et puis après, plutôt de la société en elle-même. Et, Super, merci beaucoup pour ces mots, hein. du coup, je te laisse commencer par te présenter et puis nous dire en quelques mots ce que fait Acceptio. Très bien. Alors moi, je suis Romain Bessus-Mezy, j'ai créé cette société en 2016 et on a commencé à travailler sur Acceptio autour de 2017-2018. Aujourd'hui, Acceptio, c'est une solution qui est installée sur plus de 65 000 sites et on a plus de 7 000 clients payants. C'est effectivement une aventure qu'on qualifie de start-up, puisqu'on est parti de 0 pour aller à 1 et aujourd'hui on essaye d'aller à 100. Donc c'est une belle aventure. Tu l'as dit, c'est une bannière de cookies ou un bandeau cookies, comme on le dit. C'est aussi une solution de gestion du consentement qui aide les entreprises à se mettre en conformité, tout en préservant leur performance marketing et la qualité de leur expérience utilisateur sur les sites. Ok. Et avant de nous détailler un peu ce que ça fait, faire une démo, moi, ça m'intéresse de comprendre ton parcours à toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu te dis, allez, tiens, je vais créer une boîte qui fait ça. Comment t'en es arrivé là euh, ça Alors, m'intéresse. le parcours, déjà est assez, hétéroclite puisque j'ai commencé moi dans le monde de la musique. J'ai fait des études en musicologie et à un moment, il a fallu que je remplisse mon frigo et j'ai décidé de faire une formation en création web à La Rochelle où j'ai appris à faire du Flash. Donc, c'est une technologie que beaucoup de gens ne connaissent plus, mais j'ai appris à coder en AS2, en AS3 à l'époque et j'ai bossé en agence web. J'ai bossé ensuite, chez un pure player e-commerce en tant que CTO et passé 4 ans à diriger une équipe de dev, je me suis dit que c'était le moment pour moi de créer ma boîte. Donc on a créé cette boîte avec des amis en 2016, comme je l'ai dit. Et après, on s'est lancé dans les CMS headless. À l'époque où Contentful et Prismic étaient naissants, hein, je parle des années voilà, 2015-2016. Et au final, c'est en assistant à une présentation dans notre incubateur sur le RGPD que je me suis rendu compte que les entreprises allaient devoir stocker des preuves de consentement qui attestent de la validité des traitements de données personnelles qu'ils allaient faire. Et je me suis dit, mais en tant que CTO, en tant qu'ancien CTO, je me suis dit, aucune entreprise n'a dans son backlog prévu ça. Et elles vont toutes avoir besoin d'une solution de gestion des consentements. Et au départ, Acceptio était avant tout une API pour stocker des preuves de consentement et permettre aux entreprises de démontrer la validité de leur process. Et c'est parti de ça tout simplement. Donc très opportuniste, on s'est dit il y a un besoin à combler de consent as a service. C'est parti de là. Et puis au fur et à mesure, en découvrant ce sujet, en installant notre SDK sur des millions de sites dans le monde, on s'est rendu compte que il y avait du fond et on a trouvé notre mission et notre vision au fur et à mesure, ce que je trouve d'ailleurs tout à fait intéressant puisque voilà, on n'était pas prédestiné à travailler sur la question des données personnelles, mais en faisant notre métier, on a compris l'importance et les enjeux que revêt cette problématique. Ok, alors attends, je reprends la chronologie. Donc, tu me dis en 2016, vous avez monté une boîte. En fait, vous avez pivoté finalement ou Bien tu sûr. as arrêté? Ok, avec la même équipe Avec la que au même équipe, début.
il y a eu 3 pivots, à vrai dire. Le premier pivot, enfin, on part, on ne sait pas quel projet on va faire. Ensuite, on fait du CMS headless. Donc là, on a développé un CMS headless en Node.js. À l'époque, on était en plein dans les microservices avec des composants isomorphiques qui fonctionnent aussi bien sur le serveur que sur le client. C'était un peu le point de départ du produit. Il faut savoir qu'au cœur d'Acceptio, il y a toujours la brique logicielle initiale, qui s'appelle Campsy Ok. d'ailleurs, pour CMS API. La brique logicielle initiale est toujours au cœur du produit Acceptio, et c'est cette brique-là qui encaisse aujourd'hui tous les calls API qu'on prend. Ensuite, on fait du service parce que on n'a pas trouvé notre market fit et on a besoin de rentrer un peu de cash, donc on fait du service. On bosse à l'époque pour Microsoft, Brainsonic, Arc International. Voilà, on fait des missions. Ensuite, on pivote, on se dit, allez, on va bosser sur la gamification. Et là, on veut faire de la gamification as a service sous la forme d'un widget pour les e-commerçants qui s'installe sur le site web en bas à gauche du site et qui distribue des points, des missions et des badges aux internautes au fur et à mesure qu'ils visitent le site web. Donc, il y a une filiation en fait qui existe entre le produit de gamification et Acceptio. Et d'ailleurs, le côté mascotte, le côté ludique, la tonalité, tout ça, c'est hérité du produit de gamification. Et en fait, on a lancé Acceptio parce que pour ce produit de gamification, on voulait utiliser les données personnelles des visiteurs pour faire des gameplays qui soient adaptés et personnalisés. Donc, on avait nous-mêmes besoin du consentement et on l'a développé pour nous au départ. Ok, super intéressant. Effectivement, enfin, je suis dans le web aussi depuis pas mal de temps sur d'autres aspects et ce que tu décris, c'est quand même un peu, pas des modes, mais souvent qui sont restés. Hein, mais à chaque fois, effectivement, les CMS, après la Ouais, gamification, ça me fait rire parce que on est proposé dans des strates d'acquisition à des gens, effectivement, et à un moment, on en parlait vraiment beaucoup, quoi. ouais. Et donc, attends, c'est en quelle année? Parce que le RGPD, il y a eu un peu plusieurs étapes, mais je pense que le moment où tu as vraiment la bannière et tout, avec un Ouais. enforcement de la loi, rappelle-moi Alors, quand c'est que vous en étiez, vous, à ce moment-là? nous, en fait, on découvre le RGPD en 2017 et on sort la V1 d'Acceptio début 2018. D'accord. Donc, le Ok. RGPD, c'est 25 mai 2018, l'enforcement. Mais par contre, le texte est connu depuis 2016. Mais la réalité de notre marché, c'est qu'en fait, avant 2021, il ne Hmm. s'est rien passé. Ouais. Parce que notre régulateur, à la CNIL, a eu, comment dire, a eu beaucoup de largesse vis-à-vis des éditeurs de sites et a laissé perdurer une situation d'illégalité pendant 3 ans. Parce que pendant 3 ans, jusqu'à la publication des recommandations de la CNIL en avril 2021, il s'est quasiment rien passé. Ce qui a d'ailleurs failli planter notre boîte, puisque nous, on était là à prêcher dans le désert en expliquant que c'est important de recueillir le consentement des gens avant de les traquer, que si tu te mets dans un magasin à suivre voilà, une personne, il vaut mieux lui demander si elle est d'accord avant. On essayait d'évangéliser sur ce sujet-là, sauf qu'en réalité, comme il n'y avait aucune contrepartie à ne pas le faire, eh bien, voilà, on prêchait dans le désert. Ok. Donc ça, c'est... Et, Ouais, enfin, et si je me trompe pas, donc à ce moment-là, il y avait en fait, tu avais les bandeaux qui servaient à rien, où tu mettais accepté. ouais, Souvent, c'était ça, il se passait rien en fait. ouais. Euh, et Non, le mais marché, il y avait. Pardon, vas-y. si tu reprends l'histoire des bandeaux cookies là, à cette Ouais. époque-là, donc depuis 2013, on a les bandeaux informatifs qui servent à rien. Après, en 2018, tu es censé avoir un bandeau où tu recueilles un consentement. Et en fait, c'est la conjonction de e-privacy et du RGPD qui crée cette situation où on donne le contrôle à l'utilisateur. Sauf qu'en fait, en 2018, tu as le soft opt-in. Tu te rappelles de ça, le soft opt-in? Tu as des sites où, en gros, tu as le bandeau. Et si tu scrolles, ça Ouais, c'est ça. disparaît, ça considère que tu as opt-in. Ouais. Donc, le truc, voilà, même tu as des trucs avec des timers. Enfin, c'est une situation complètement ubuesque où, en fait, tout le monde cherche les moyens de contourner l'obligation de consentement. Et c'est 3 ans durant lesquels il n'y avait aucun soutien du régulateur à l'industrie. Ouais, ok. Et sur le marché, je me souviens, il y avait Tarte au citron qui était un projet open source. Je Ouais. me rappelle, les petits sites, ils mettaient ça. Toi, tu as fait partie peut-être des premières solutions, non, de marché? Ben,
On est dans la deuxième vague de solutions. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, Tarte au citron, donc c'est un projet open source qui a été créé par Amaury Champeau, que je connais bien d'ailleurs et que j'apprécie beaucoup. Amaury, faut savoir que c'est une sacrée prouesse. Il est tout seul et il est installé sur plus de 160 000 sites. Incroyable, hein. La performance accomplie, d'autant plus que nombreux sont ceux qui ont repris son code, l'ont repackagé et l'ont revendu pour faire du business dessus, sans rendre la moindre contribution au projet Tarte au citron. Donc, belle prouesse d'Amaury qui était là depuis 2013. On a à cette époque-là, tu vois, des produits comme Cookiebot qui sont à l'époque des solutions de référence. La vague RGPD, en fait, elle est anticipée par pas mal de boîtes. En France, on a Didomi, par exemple, qui s'est créé 1 à 2 ans avant nous sur ce secteur-là. Et nous, on arrive un peu fleur au fusil parce que on n'est pas du monde des publishers, on n'est pas du monde de la tech. On vient plutôt du monde e-commerce, comme tu l'as compris. Et les e-commerçants, ils n'ont pas la maturité des publishers sur la question du consentement et la question des cookies. Donc, nous-mêmes, on arrive déjà un petit peu après la bataille, mais je pense qu'on est arrivé à créer un peu notre niche et notre marché à travers notre focus sur l'expérience utilisateur, sur le product, le fait que Acceptio, en fait, a la particularité d'être une marque avec un branding B2C. Tu vois, quand toutes les solutions de gestion de consentement aujourd'hui font un truc très enterprise, très conformité, on est sérieux, etc. Moi, ma conviction, et je pense que ce qui fait notre force, c'est que notre utilisateur, c'est l'internaute. C'est pas le Traffic Acquisition Manager qui va passer sa journée dans la console Acceptio. Non, notre utilisateur véritable, c'est l'internaute. Et c'est avec lui qu'on essaye de créer une relation consommateur-marque. Et on cherche à être ce tiers de confiance qui vient harmoniser la relation entre toi qui visite ton site, la marque qui essaie de te traquer, et la CMP qui est là pour te dire, tu peux lui faire confiance, ce qu'il fait, c'est bien. Ok, peut-être juste, on en reparlera après, mais quand tu dis publisher, peut-être pour expliquer, c'est qu'il y a un Ouais, peu deux mondes quand même. Il y a les gens qui sont par exemple des médias qui font beaucoup de trafic et qui vendent de la pub. C'est ce que tu appelles les publishers, c'est ouais, ça? tout à fait. En fait, Et c'est d'autres. Non. moi, la façon dont je qualifierais les publishers ou éditeurs en français, ce sont des personnes qui publient du contenu sur Internet dans l'optique de monétiser la visibilité de ce contenu à travers soit de la publicité, la vente d'abonnements et l'accès au contenu. Donc, ça, c'est vraiment le monde du publisher, tandis que on va trouver le monde des annonceurs plutôt. Donc, dans le milieu, on a tendance à opposer un peu éditeurs et annonceurs, où les annonceurs sont ceux qui payent pour des budgets publicitaires pour vendre leurs produits. Par exemple, un e-commerçant, il va avoir son site. Pour vendre ses produits, il va prendre de la pub sur le site d'un publisher pour se faire connaître. Voilà. Ouais. Et nous, historiquement, sommes une solution annonceur first, historiquement. Et je dis bien ça parce que ça a changé. Aujourd'hui, on adresse aussi bien le marché annonceur que le marché publisher. Mais c'est vrai qu'on est resté loin du marché publisher pendant les 4 premières années, pardon, de la vie de la boîte. Ouais, ok. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu après, mais effectivement, ils n'ont pas les mêmes enjeux, quoi. En gros, les publishers, eux, leur enjeu, c'est d'avoir le consentement pour avoir le droit d'afficher de la pub et pour bien la monétiser, en gros, Bah en oui, faisant de la pub personnalisée. Et les annonceurs, eux, c'est plutôt, ils dépensent beaucoup d'argent chez Google Ads, Facebook Ads, et ils ouais. veulent mesurer la perte de ce qu'ils font, quoi. En gros, hein, Alors, je vais te Oui. reprendre là-dessus. L'annonceur, il veut vendre son produit. Ouais, Le tracking, comment dire, c'est une externalité. C'est la finalité de son business, c'est d'arriver à vendre son produit. Et à choisir entre un utilisateur traqué qui n'achète pas et un utilisateur non traqué qui achète, je pense qu'un e-commerçant, il préfère faire du chiffre d'affaires, tu vois? c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on y reviendra après, hein, quand on va parler plus du produit et tout. Mais j'ai quand même une question, parce que moi, quand j'ai vu ce marché naître, je me suis dit, bon, Didomi et tout, moi, je les ai connus assez tôt. Et puis, bah, vous, après, vous êtes arrivés aussi. Il se trouve Mmh. qu'il y a des Américains, des Français qui sont forts, et puis il y a, je crois, quelques Allemands. Enfin, Cookie Watch, je me demande si c'était pas allemand et tout. Ouais. Mais quand même, vous avez, enfin, vous et Didomi, une belle position. Mais moi, je me suis dit, bon, bah, c'est presque une commodité, tu vois, c'est-à-dire que
à un moment donné, soit les CMS vont tous proposer ça par défaut, soit Google, je sais pas quoi, et peut-être vous allez faire un coup, mais voilà. Et puis bon, je me suis trompé comme souvent. Mais toi, tu t'es dit, Non, tu t'es pas trompé. allez, on y croit, tu vois, sur le long terme et tout, tu t'es Non, lancé quoi. tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé. Le marché se commoditise. C'est une vérité. Et d'ailleurs, moi, dans mon analyse concurrentielle, quand on lance la boîte, ma principale crainte, c'est pas Didomi, c'est pas OneTrust, c'est en réalité les WordPress, Shopify, c'est Mailchimp, c'est tu vois, les outils de mailing automation. C'est plutôt eux qu'on craint parce que sur une stratégie long tail où tu vas en fait cibler donc on dit longue traîne en français, sur une stratégie longue traîne, on va cibler des acteurs PME, ETI en volume. Là, effectivement, la menace, elle vient plutôt des CMS que des solutions concurrentes. Le marché aujourd'hui de la CMP, si tu veux, il est à la fois hyper compétitif, assez, assez fourni, puisque tu as des solutions effectivement américaines comme OneTrust, comme Osano, tu as des solutions allemandes comme UserCentrics. En France, on a un marché où on a vraiment deux acteurs majeurs, c'est Didomi et nous, qui ressort. Italie, Ubenda. Cookiebot, en fait, ils ont été rachetés par UserCentrics, mais au départ, ils sont en Hollande, Danemark. Enfin bref, c'est un marché où tu as effectivement beaucoup d'acteurs. Mais quand ils pensent, si tu prends par exemple le CMP Partner Programme de Google, où tu as 21 CMP, dont on fait partie. 21 CMP pour équiper combien de sites web dans le monde? C'est colossal. C'est-à-dire que aujourd'hui, le bassin de clientèle, le bassin de sites est tout à fait capable de supporter une concurrence fournie. Et moi, ma conviction, c'est que sur un marché qui est tu vois, propice à de la commoditisation, qui est propice à des build-up, comme on l'a vu avec tu vois, bah, typiquement Cookiebot et Usercentrics ou Ubenda, Consent Manager et Cookie Manager, ouais, Consent Manager et Cookie Compliance. En gros, tu as des build-up qui s'opèrent, mais en fait, c'est l'interchangeabilité des solutions qui crée leur perte. Ouais. Parce que si tu peux passer d'un OneTrust à un Didomi sans que personne s'en rende compte dans tes clients, bah effectivement, tu iras au moins cher. Si par contre, la solution que tu utilises, elle a une véritable valeur ajoutée en termes d'expérience client et de branding, bah là, tu te crées un espèce de moat, tu vois, où tu es, un peu plus serein parce que tu apportes quelque chose de plus à ton site. Ouais, je vois. Après, tu peux aussi te dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent. Enfin, c'est vrai que le marché, il a changé. C'est-à-dire que déjà, il y a un truc qui est cette barrière à l'entrée qui est cette fameuse liste des 21. Bah, si t'es pas dedans, c'est probablement un tout petit peu plus dur de rentrer aujourd'hui que ça Ouais, n'était hier. Il y a techniquement aussi, bon, on va pas forcément parler du TCF dans le détail, mais enfin, il y a quand même des trucs, le constat de mode de Google, le TCF, etc., où finalement, ce que tu fais, c'est de plus en plus intriqué avec l'écosystème. C'est pas juste ah bah c'est un vrai métier. une Ouais, bannière et tout, c'est de plus en plus dur à faire. Moi, l'expérience aussi que j'ai eue, c'est plein de, tu vois, des DSI qui disent, ouais, mais c'est juste un truc, un bouton, oui, non, et puis si c'est oui, alors on envoie les scripts et tout. Et quasiment tous se plantent, tu vois. bien sûr. C'est marrant. Et ce sera de plus en plus le cas, parce qu'en fait, ils le font, au début ça marche, puis après, tu as une nouvelle régulation, tu as Google qui lance le consent mode parce qu'ils sont obligés, puis demain, tu as Facebook qui va lancer un nouveau truc, etc. Et au Mm. final, moi, enfin, les gens qui me demandent, je leur dis, mais vous êtes fous, enfin, vous avez aucune. Ne le faites surtout pas vous-même, quoi. Ah, Euh, là-dessus, tu prêches un converti, mais c'est vrai que moi, je déconseille fortement à des DSI de se lancer dans un projet de gestion de consentement parce qu'en fait, c'est se créer une liability à venir, quoi. Parce que c'est bien de faire un truc qui est conforme à un temps T, mais ça veut dire qu'il y a des juristes pour suivre la réglementation, pour suivre la jurisprudence. Il y a des architectes techniques qui sont au courant de ce que Google, Meta, Shopify, Apple, de ce que tout l'écosystème industriel produit. Parlons même pas de l'IABTCF, hein, parce que là, c'est encore un autre niveau de complexité à gérer. Donc effectivement, je pense que le marché de la CMP est un marché qui est là pour perdurer, d'autant plus que comment dire, le trend
placer le consentement au cœur de la stratégie marketing des marques, c'est quelque chose qui est une lame de fond, qui, à travers le RGPD comme pionnier, est en train de rayonner sur tout un tas de géographies et de créer en fait des petits. Donc, si tu veux, sur la pérennité du marché CMP, il n'y a absolument aucun doute à avoir, même si des gens peuvent parler de la fin des cookies tiers. En réalité, la CMP fait bien plus que gérer du cookie tiers. La CMP, elle est là pour attester de la conformité du recueil de consentement et démontrer qu'on a fait les choses bien. Donc ça, c'est pas prêt de s'arrêter avec la fin des cookies tiers. Ouais, ok. Et alors, ça m'amène sur un point. À chaque fois, on repousse le fait de faire de montrer le produit, mais je connais pas de site un peu sérieux, tu vois, qui n'est pas de CMP aujourd'hui en France ou même en Europe. Mm. Donc, ta croissance, j'imagine que tu peux essayer de vendre plus cher aux clients actuels. Tu peux essayer de rajouter des features à ton produit. J'imagine qu'il y a l'international, comme tu dis, où typiquement, il y a eu le Canada qui a commencé à renforcer il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. J'imagine qu'il y a d'autres géographies et tout. Comment tu vois ça, toi? C'est quoi vos Bah, leviers de croissance? Aujourd'hui, nous, une bonne partie de notre croissance, elle est due à des solutions qu'on remplace. On va remplacer du Didomi, on va remplacer du OneTrust, on va remplacer du Cookiebot, du Tarte au citron. La CMP n'est pas qu'un produit d'équipement. À partir du moment où la proposition de valeur, à la fois du produit, du service, du support, du conseil, si tu apportes en fait ces éléments-là, les engagements généralement sont annuels, voire pluriannuels dans certains cas, mais on est face à des clients qui nous disent bon ben moi je suis pas satisfait de ma solution actuelle parce que ils répondent plus à mes mails, parce que ils veulent nous rançonner, nous faire payer 2 fois plus cher, et ça en fait c'est des cas hyper fréquents. Donc nous on n'est pas aujourd'hui on est dans une situation où notre croissance n'est pas qu'une croissance sur des marchés émergents ou sur des clients qui n'avaient pas de CMP, hein. C'est d'ailleurs principalement plutôt des renouvellements. Ok, intéressant. Bon, alors, est-ce que tu peux quand même me montrer à quoi ça ressemble, Ouais, bien sûr. Bien sûr, l'interface bien pour sûr. les gens qui... Et puis, je pense que le front, tout le monde l'a déjà vu, en fait, sans même savoir que c'est vous, grâce Ouais, à un coup de génie dont on va quand même un tout petit peu discuter. Mais allez, on en parle tout de suite. Quand même, en gros, moi, tu vois, c'est cette bannière de cookies, là, avec les cookies un peu rigolos. Donc, vous avez on été voit pas ici. mal copiés. Ouais. Coup de génie, enfin, tu as expliqué tout à l'heure que toi, tu dis, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est en faire un truc qui soit pas hyper austère, tu vois, qui donne une bonne expérience, mais quand même, c'est vachement bien. Qui a pensé quand vous avez fait ça et tout Alors, sur la question de l'identité visuelle, la réflexion, elle tient à la métaphore avec la métaphore vie réelle. Quand tu es un commerçant et que tu accueilles quelqu'un dans ta boutique, tu lui souris. C'est un peu la base du commerce, l'accueil, la prévenance. Et on a souhaité faire de cette expérience de recueil de consentement une expérience qui soit la plus personnifiée possible. Personnifiée avec nos cookies, nos personnages de cookies, qui sont un peu comme les mignons dans les lapins crétins. Et ces cookies, ils sont là pour introduire la notion de dialogue. On n'est pas dans une interface austère, complètement dépersonnalisée, qui en fait est généralement technique. Et d'ailleurs, moi je me bagarre très souvent avec des personnes dans le secteur de la privacy, de la vie privée, qui considèrent que c'est du nudge, que c'est une forme de dark pattern d'utiliser des personnages sympas. Parce que en réalité, la marque a tout à fait le droit de se montrer sous son meilleur jour pour demander à l'utilisateur s'il est d'accord qu'on le suive. Il y a rien d'immoral là-dedans. C'est comme si on interdisait aux serveurs dans les cafés de dire ah, est-ce qu'un petit apéro vous ferait plaisir parce que soi-disant ça influence le client. Donc la réflexion, c'est de se dire il faut humaniser le recueil du consentement. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ces mascottes. Elles sont pas là pour le fun, elles sont pas là pour faire plaisir. C'est pas un délire de se dire ah tiens on va faire des cookies sympas. Non, il y a une réflexion derrière. Et la réflexion, c'est commencer à dialoguer avec votre utilisateur parce que le consentement, c'est le premier point de contact marketing que vous allez avoir dans l'univers digital. L'univers digital, c'est froid, c'est dépersonnalisé.
Grâce à ça, vous allez commencer à créer un premier lien. Ok, très bien. Qui est-ce qui les a fait? Alors c'est Laura qui est notre directrice artistique, plus ancienne salariée de l'entreprise, hein, elle est là depuis 2017. Et Laura, elle a suivi toutes les évolutions de l'entreprise, des temps les plus durs aux temps les plus excitants. Et elle est toujours aujourd'hui en train de créer des fantastiques illustrations pour tous nos produits. Là, vous voyez, on connaît pas encore trop le cupcake, mais le cupcake, lui, c'est le personnage de nos terms and conditions, des conditions générales de vente. Ok, très bien. Bon, alors, ce qu'on a sous les yeux, c'est quoi? Ce qu'on a sous les yeux, c'est la console d'administration d'Acceptio. Si on est client Acceptio, on a accès à cette console. Alors là, je suis déjà rentré dans un projet, mais en fait, en tant qu'utilisateur, je peux rentrer dans des projets, dans des organisations. C'est un peu le principe de GitHub, pour ceux qui connaissent un peu le code, où on a des organisations et des repositories. Bah là, je suis grosso modo dans un repository. On dispose de 4 services qui sont utilisables par nos clients. Le premier, c'est évidemment le bandeau cookie, qui se découpe en 2 services distincts, un pour les marques, un pour les publishers. On parlait tout à l'heure annonceurs, publishers. Donc, si vous avez besoin d'afficher des pubs sur vos pages web, vous utilisez le TCF. Si vous n'avez pas besoin d'afficher des pubs, mais que vous voulez simplement faire du tracking ou charger un script d'assistance comme Zendesk ou Intercom, c'est avec cette bannière c'est cette bannière qu'il faut utiliser. Donc, quand on rentre dans ce service-là, on a ensuite des configurations et on a intégré ici le Google Consent Mode V2. Donc, pour ceux qui souhaitent utiliser GA4, qui souhaitent utiliser Google Ads et se mettre dans une configuration qui est certifiée conforme Google Consent Mode, on peut le faire d'ores et déjà avec ce template. Et ensuite, quand je rentre dans l'interface d'administration, je vais pouvoir modifier l'intégralité des textes, rajouter des écrans. Donc, si par exemple, je vais rajouter un écran d'analytics, ici, je vais pouvoir rajouter mes cookies. Alors, une des forces d'Acceptio, c'est qu'on maintient à jour une base de données de plus de 1300 vendors. Quand je dis maintenir à jour, ça veut dire que on met à jour les liens vers les politiques de confidentialité, on met à jour les finalités, on met à jour les descriptions pour faire en sorte qu'à tout moment, on soit conforme avec les descriptifs voulus par l'éditeur. Donc, si par exemple, j'utilise Matomo et GA4, Google Analytics 4, okay. Donc là, je vais pouvoir les cocher, j'enregistre, et Google Analytics est arrivé dans mon écran et l'utilisateur va pouvoir les cocher et les décocher en fonction. Alors, soyons clairs hein, sur les questions de les choix qui sont exprimés dans les deuxièmes écrans représentent une part assez infime des utilisateurs. On est autour de 0,05% sur les gros sites de personnes qui vont faire un choix granulaire en se rendant dans les écrans. Alors, il y a pas mal de gens qui vont dans les écrans, mais les gens qui font des choix granulaires, un peu moins. Ouais. Et alors, pour le consent mode, j'en profite, hein, ce qui se passe, c'est qu'il faut l'activer ici. Et une fois qu'il est activé, on envoie les 4 signaux de consentement pour Google. Là encore, on a le choix d'activer un ou plusieurs signaux de consentement. Si l'utilisateur accepte les cookies dès la première étape, dans ce cas, les 4 signaux de consentement Google sont envoyés. Ok. Donc, c'est une interface qui est utilisable en no-code. Là, vous avez vu qu'il n'y a absolument pas de code. Le seul truc, c'est qu'une fois qu'on a fini sa configuration, il faut l'intégrer sur son site web. Et là, on peut procéder de plusieurs manières. On peut copier-coller le code sous la forme d'un snippet. On peut utiliser notre template Google Tag Manager. Et Acceptio a la particularité d'être une solution disponible sur plein de plateformes CMS avec des plugins assez avancés qui vous permettent une mise en conformité totale. Et donc, on met à disposition tous ces plugins directement dans l'outil. La force après d'un produit comme celui-là, c'est que on va stocker à la place du client toutes les preuves de consentement pour être en capacité d'attester à tout moment de la validité des consentements recueillis.
Et cette base de consentement, elle est exportable, soit directement avec du CSV, soit avec des API. On propose également des statistiques de pages vues. Alors là, c'est un projet de test, donc je pense qu'il n'y aura pas de statistiques. Ah si, un petit peu, ouais. Donc là, on a des stats sur ce projet. C'est le projet app. OK. Acceptio dispo aussi app et mobile. Ouais. Donc on a des SDK natifs. Et puis, on a bien sûr une fonctionnalité de cookie scanner qui permet d'aller auditer ces pages pour visualiser quels sont les cookies qui sont déposés. Est-ce que je dois les rajouter dans ma politique de cookies ou pas, et ça de manière automatique. On a enfin... Une question juste là-dessus. Est-ce que vous avez un système d'alerte, par exemple, où Ouais, tout tu à fait. dis si j'ai des cookies tiers qui sont déposés sans consentement, je reçois un email Ouais, tout à fait. Donc là, je suis bon, sur un projet de test. On a lancé des tests. On peut voir en fait qui sont les vendors qui ne sont pas compliant et on peut agir le cas échéant. Et on reçoit effectivement des rapports par email qui sont alors c'est des rapports en PDF et en Excel où on peut retrouver la liste des vendors et s'assurer que tout est conforme. J'en profite un petit mot pour les professionnels du web qui nous écouteront. Sur la partie prospection, c'est intéressant aussi, puisqu'on est en capacité d'aller auditer des sites voilà, en faisant passer le robot Acceptio sur ces sites-là. Si la configuration n'est pas conforme, on peut ensuite shooter un mail en disant on vous a préparé une configuration conforme. Si vous voulez, on s'appelle pour vous aider à l'intégrer. Et ça permet de faire de la prospection. Ok. Voilà, je voulais terminer rapidement en montrant les capacités de personnalisation, puisque là encore, c'est du no-code, pas de CSS. Tout se fait directement dans l'interface avec la capacité de modifier les couleurs, les polices, les border radius, etc. pour rester dans la charte. Acceptio propose aussi du consent wall contextuel, c'est-à-dire un format bloquant qui permet de recueillir le consentement de manière voilà, dès la première page. Je vais vous montrer un exemple si j'en ai un. Il faut que je me mette en navigation privée. Hop. Par contre, là, on ne voit pas. Ouais, ok, c'est bon. Voilà. Donc, ici, j'ai un exemple de consent wall qui s'est chargé après l'affichage de la page. Donc, pour pouvoir passer à l'étape d'après, obligé de faire un choix. Donc, ça, je fais un petit clin d'œil à Vincent qui travaille avec toi, Nicolas, puisqu'on on a vu des grands débats sur la question du consent wall. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui est Ah. aujourd'hui disponible. Là-dessus, effectivement, ça va nous emmener après vers un autre sujet, du coup, qui est pourquoi on fait tout ça, etc. Mais effectivement, en gros, votre format d'origine, on va dire, c'est cette petite popine avec les cookies sympas et tout. Ouais. Mais c'est vrai que ça avait comme conséquence, moi j'ai constaté sur certains clients, notamment sur desktop, sur ordinateur non portable, quoi, non mobile, d'avoir des taux d'interaction parfois faibles, parce qu'en fait, les gens ils voient ce truc, ça les empêche pas de naviguer, etc. Et en fait, on voit que pour que les gens ils interagissent, il faut leur mettre le truc et ils n'ont pas le choix que d'interagir. Ils ont le choix d'accepter ou refuser, mais ils doivent choisir, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que moi, j'avoue, pour certains de mes clients, pour qui c'était important la mesure, je leur disais, je suis embêté avec Exceptio parce que, voilà, et je me rappelle qu'on a eu cette discussion avec Vincent et tout. Toi, c'est quoi? C'est pour des raisons philosophiques, que tu n'étais pas pour ça, que tu n'avais pas développé ça avant? La raison fondamentale, c'est qu'à titre personnel, ça m'horripile qu'on me mette le couteau sous la gorge pour me forcer à choisir. Et je trouve il faut toujours penser à l'objectif final. C'est-à-dire que l'objectif final d'un site e-commerce, c'est d'arriver à vendre son produit. Et si dans l'intervalle, tu m'as pas mis dans les bonnes dispositions pour que je passe commande, tu attaques, tu compromets ton objectif. Et moi, ma vision, c'était de faire en sorte que le recueil de consentement ne soit pas une étape qui se fasse au détriment du reste. Le tracking et l'analytics ne doivent pas coûter à mon client son objectif final. Et c'est la raison pour laquelle on a développé ce parti pris de widget non bloquant. Alors, sachant que le widget non bloquant,
il y a pas mal de façons d'augmenter le taux d'interaction pour être certain que l'utilisateur interagit. Et c'est aussi parfois, on en parlait avant d'enregistrer, mais c'est aussi une bonne façon de détecter la fraude. Parce qu'en réalité, les utilisateurs qui n'interagissent jamais avec un bandeau qui prend 25% de l'écran, c'est potentiellement des utilisateurs qui sont soit des bots, soit voilà, des utilisateurs un peu poubelles qui cliquent sur des ads et ne créent pas de valeur derrière. Ouais, ok, je vois. Finalement, après, juste pour des termes aussi, il y a ce que toi tu appelles le consent wall, c'est-à-dire en gros, je ne peux pas naviguer sur le site tant que j'ai pas fait un choix. Et il y a Ouais, aussi ce qu'on appelle le cookie wall, c'est ce que font certains grands médias, l'équipe et tout. ouais, C'est-à-dire en gros, si je refuse, on met un bandeau qui m'explique qu'en fait, je dois soit accepter, soit payer, qui ouais, tout pour à le fait. coup pose en plus des questions légales et tout. Mais bon, tous ces gens-là discutent avec la CNIL régulièrement, donc. C'est Je vrai. pense qu'ils ont réfléchi à ce qu'ils faisaient, mais effectivement, c'est deux concepts quand même un peu différents. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, le Consentful, c'est juste un bouton à cliquer, il me gêne pas plus, enfin, il me gêne pas, il y en a partout. Et par contre, le cookie wall me gêne un peu plus, mais Mm. euh, Bah, et consent wall, c'est deux considérations similaires, c'est-à-dire que tu mets l'utilisateur dans une posture. Alors le consent wall, pour moi, reste effectivement plus éthique si la capacité de refuser est respectée et ne dégrade pas l'expérience de l'utilisateur derrière. Parce voilà, fondamentalement, tu parlais de la vie privée et du fait que j'étais un peu vocal sur ces sujets-là. Moi, ce qui m'importe, c'est que on rentre pas dans un système où la donnée personnelle est vue comme quelque chose comme un bien marchand, où pour accéder à un contenu, je sacrifie ma vie privée. Et je pense que une des missions d'Acceptio, c'est d'arriver à instiller dans l'esprit du grand public que le partage des données personnelles, c'est une main tendue vers les business qui l'utilisent, c'est de la générosité. C'est-à-dire que je partage à un titre de presse mes données par générosité, mais je ne suis pas dans une logique d'échange. Et ça, c'est une vision assez long terme qui est compliquée à mettre en œuvre, euh, mais, mais je pense qu'on peut y arriver en faisant preuve de pédagogie et en outillant les utilisateurs avec sur les sites web des CMP qui sont impeccables, mais aussi peut-être demain avec des assistants de consentement, des outils qui vont nous permettre de mieux gérer nos données en ligne. ouais, je vais y venir parce que je crois que tu as un petit projet sur les Tout à assistants de fait. consentement. Mais alors attends, d'abord, donc je reviens sur Acceptio. Donc, tu as setup ta bannière, tu l'as mise. Ouais. Concrètement, parce que je demande, parce que moi, souvent, j'ai vu des gens qui pensaient que c'était terminé, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que la personne arrive sur le site, l'utilisateur, qu'est-ce qui se passe quand il clique sur oui ou quand il clique sur non? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ça? Bien sûr. Alors, ce qui va se passer quand un utilisateur clique sur oui ou non, c'est qu'on va déjà enregistrer ses préférences chez nous, chez Acceptio. D'accord? Donc, on va avoir une preuve de consentement envoyée sur notre API et stockée pendant 3 ans pour assurer on a bien collecté cette preuve-là. Ensuite, dans le navigateur, on va informer la page de ce choix. Donc, quand je dis informer, c'est que on va envoyer un signal de consentement en disant il a dit oui à ça, il a dit non à ça. C'est ensuite au site web de capter cette information et de comment dire, et de s'adapter en conséquence. Ça m'amène à un point, c'est qu'on a encore, malgré tout le travail qu'on fait, des sites où on a un consentement que je qualifierais de façade, où tu viens prendre le consentement et derrière, tous les scripts se lancent. Ça, c'est le pire, parce qu'en en fait, d'une, tu embêtes l'utilisateur avec une interface de consentement, tu cherches à donner l'impression que tu es dans les clous, sauf qu'en réalité, tu as trompé l'utilisateur et tu le traques quand même. Donc, à ce compte-là, ne mettez pas de bandeau cookie, hein, si c'est le cas. Donc,
Quand on a ce signal de consentement, généralement, c'est au niveau du tag manager que ça va se passer. Donc le tag manager, c'est quoi? C'est un outil qui est le chef d'orchestre des différents tags et scripts qui sont chargés sur la page et qui va décider de lancer tel ou tel script. Et nous, on s'interface avec Google Tag Manager, avec Tag Commander, avec Tilium. Voilà, on est présent sur toutes ces technos-là. Et d'ailleurs, je crois que c'est des technos que vous maîtrisez bien. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ouais, je demande parce que effectivement, il y a cet aspect-là au début du marché de la CMP. Je voyais les gens, bah, ils mettaient le bandeau, ils disaient c'est bon, j'ai fait le truc. Je disais non, mais en fait, t'as rien fait. T'as mis un bandeau Ouais. qui capte une information, mais en fait, tu l'utilises pas pour déclencher ou ne pas déclencher des scripts. Et donc, les gens en fait avaient du mal. Enfin, parfois, se disaient ah, bah non, mais je pensais que l'outil faisait Ouais. ça, quoi. Mais effectivement, en fait, Alors derrière, techniquement, on pourrait le faire en fait. On pourrait le faire, mais on a choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que si tu te pètes un site web ouais, à cause de ton bandeau cookie, parce que tu as bloqué tel ou tel script et que ça te fait une erreur JavaScript, ton site, tu peux plus cliquer sur aucun lien. Ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques pour les clients. ouais, Voilà, si c'est pour faire perdre comment dire, des journées de vente à un e-commerçant, c'est pas possible. Enfin, on peut pas se permettre de bloquer son site. Donc, on travaille beaucoup plus sur l'éducation et l'audit en disant attention sur cette page, on a détecté que vous aviez ce script qui s'est chargé alors qu'il était censé ne pas se charger. Ça, c'est ce qu'on fait avec notre audit des traceurs. Voilà, bloquer préemptivement les tags, ça nous a toujours paru être beaucoup trop risqué pour le site web. ouais. Bah, moi, je l'ai constaté personnellement, c'est-à-dire que vous avez des concurrents qui ont des systèmes d'autobloc. Mm. Et effectivement, mais j'avais un client, bah, typiquement, en fait, tu pouvais pas valider le paiement parce qu'en fait, le Google Captcha était bloqué Ouais. et tu pouvais pas finir sans le Google Captcha. Tu vois. Et en fait, ils se sont rendus compte que tous les gens qui avaient refusé le consentement au début, tu vois, ils ont mis un peu de temps à s'en rendre compte, etc. Donc, effectivement, je suis d'accord. Alors, des trucs qui bloquent automatiquement des scripts tiers qui peuvent en plus bouger dans le temps et tout, c'est toujours un peu dangereux. Et alors, donc ça, c'est d'un point de vue plutôt technique. Donc, l'éditeur du site web, il doit quand même avoir une action Oui. dans Google Tag Manager, par exemple, pour envoyer les bonnes infos au bon truc. Mais justement, là, il envoie quoi à quoi? Et finalement, c'est quoi la finalité de tout ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe quand je dis oui? En fait, à quoi je consens, tu vois? Ouais. Alors, on va parler d'un terme RGPD, c'est les finalités de traitement. C'est quoi une finalité de traitement? C'est je vais utiliser vos données personnelles afin de faire ça, et rien que ça. Ça, c'est une finalité. Pour atteindre cette finalité, je vais passer par des tiers, ce qu'on appelle des sous-traitants de données à caractère personnel. Sous-traitants, en l'occurrence, par exemple, on va prendre Google. Je vais utiliser Google en sous-traitant avec leurs produits Google Analytics pour faire de la mesure d'audience. Mais je peux aussi utiliser Google pour faire des Google Ads. Et donc là, c'est plutôt de la publicité. Est-ce que c'est la même finalité? Non. Donc en réalité, il faut demander un consentement par finalité et pas par tiers. Le tiers, en fait, c'est le niveau en dessous de la granularité. Donc on doit, quand on crée sa pop-up de cookies, on doit se poser la question de quelles sont les finalités pour lesquelles je requiers un consentement. Généralement, c'est assez simple. On va avoir des finalités d'analytics ou de mesure d'audience. Donc là, c'est des solutions comme Google Analytics, comme Matomo, comme Piwik. On va trouver plusieurs solutions ou Piano, que je dois citer, anciennement AT Internet, hein, une entreprise de Bordeaux. On a donc l'analytics d'un côté. Après, on va avoir toute la mesure de conversion. Donc là, quand je suis un site internet, généralement, je vais faire des campagnes publicitaires pour faire venir des gens sur mon site qui voient ce que j'ai à vendre ou à présenter. Et je vais m'assurer de la performance de mes campagnes en essayant de faire du suivi de conversion. Un exemple tout bête, je fais une pub pour des chaussures. Si quelqu'un clique sur ma pub, arrive sur ma page, c'est une première conversion. Si cette personne va dans le tunnel de commande et paye,
c'est encore une autre conversion. Et là, je vais être capable de reconstruire le ROMI, c'est-à-dire le retour sur investissement marketing de ma campagne. Et je vais être en capacité de me dire, j'ai dépensé 100 € de Google Ads, j'ai gagné 300 € de chiffre d'affaires, voilà mon retour sur investissement. Ça, c'est les pixels de conversion. On va trouver un peu la même logique sur tout ce qui va être le retargeting. Donc là, j'ai quelqu'un qui est venu sur mon site. Je suis capable de l'identifier grâce à des pixels de tracking. Petite dédicace à un ancien blog qu'on suivait tous. Et ce pixel de tracking va me permettre ensuite, dans les outils des réseaux sociaux, d'acheter de la publicité pour cibler soit cet utilisateur, en lui disant « Ah, tu es venu sur mon site, regarde, tu veux pas acheter cette chaussure que tu as vue ?» Soit cibler des populations similaires qu'on appelle des lookalikes, où là, je vais pouvoir envoyer de la campagne sur des typologies d'utilisateurs qui ressemblent aux personnes qui sont venues sur mon site. Et enfin, on va trouver, alors je dis enfin, mais c'est pas terminé, on peut aussi avoir comme finalité de faire du support client. Si je fais du support client sur mon site, je peux avoir le Messenger de Facebook, je peux avoir le bot de Zendesk, je peux avoir Intercom, je peux avoir HubSpot. Bref, je vais utiliser une société tierce pour capturer la donnée d'utilisateur qui a un problème, lui apporter une réponse. Là encore, j'ai besoin d'un consentement. Et voilà, on a tout un tas de finalités, mais la dernière finalité que je voudrais évoquer, c'est la finalité d'affichage publicitaire. Si demain, je vais sur le site Le Monde ou je vais sur l'équipe, je vais être face à une interface de consentement qui va me demander mon consentement pour la publicité. Ça veut dire qu'on va afficher dans le site des encarts publicitaires. Les encarts publicitaires, ils ne sont pas négociés à l'avance. Ils sont négociés au moment où la page se charge et où on a été capable de dire, OK, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est à Montpellier, qui a entre 35 et 40 ans et qui aime le sport, les voitures, la musique. Okay. Sur la base de ces informations-là, il y a des enchères qui vont avoir lieu. Et les enchères, elles permettent à des centaines d'acteurs publicitaires de décider s'ils veulent être celui qui va emporter cet encart. Et c'est là où on comprend que le fait d'avoir le consentement va augmenter la valeur de la publicité pour le publisher, puisque plus la donnée est ciblée, plus les publicitaires vont estimer que ça vaut le coup d'enchérir. Et au final, on va pouvoir afficher une publicité grâce au consentement que j'ai donné. Un chiffre qui avait été donné par Bertrand Gier, le directeur général du groupe Le Figaro, je crois, et c'est que une publicité non ciblée par rapport à une publicité ciblée, c'est un rapport de 25% de la valeur. Donc, si ce n'est pas ciblé, c'est 25% de la valeur d'une publicité ciblée. On comprend pourquoi les titres de presse font tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir un consentement et maximiser. Ouais. Plus on comprend le vrai enjeu de la fin des cookies tiers, qui est en fait, je pense plutôt pour les publishers, parce que plus que pour les annonceurs, mais c'est un autre. On peut en parler un peu, hein, si tu veux, de la fin des cookies tiers, parce que déjà, c'est pas la fin. Ouais. On a vu que ça a encore été Ouais. reculé. Aujourd'hui, les initiatives de Google sur la fin des cookies tiers, qui sont généralement rangées sous la bannière de la Privacy Sandbox, hein, un projet d'API publicitaire directement construite dans Google Chrome qui vise à fournir aux éditeurs et aux ad tech des API anonymes permettant de simuler le real-time bidding qui aujourd'hui s'opère sur des données personnelles, mais là plutôt sur des données anonymisées et randomisées. C'est un projet qui est aujourd'hui comment dire, un petit peu contrecarré par déjà les autorités de la concurrence, notamment anglaises, la CMA, mais aussi en France, on a le pôle d'expertise de la régulation du numérique qui s'est prononcé contre la fin des cookies tiers. Les cookies tiers devaient être interrompus au cours de cette année et finalement, on parle plutôt de l'année prochaine. Mais moi, j'ai fait des paris, hein, notamment avec Benoît de Sirdata. J'ai parié que ça n'arrivera pas. Moi, j'ai la conviction aujourd'hui que Google appréhende la fin des cookies tiers pas sous le bon angle. Et j'ai
Je pense que le rôle des CMP, c'est d'aider Google à avancer dans son calendrier de déprécation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si Google décide de bloquer le cookie tiers sur un site web, ça veut dire qu'un développeur qui cherche à pousser un cookie, il va avoir une erreur dans la console, ça veut dire: «Tu as pas le droit». Ce fonctionnement-là peut exister à partir du moment où la CMP, donc l'interface de gestion de consentement, permet de dire oui à certains et non à d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème de conformité de façade qu'on évoquait tout à l'heure, où tu as un bandeau cookie qui donne un signal de consentement mais qui n'est pas respecté par le site, là-dessus, on peut faire de la déprécation de cookies tiers. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. En Oui. gros, la CMP donnerait le feu vert à certains cookies tiers pour s'écrire ou pas en fonction du consentement. Ce qui Mais- reviendrait en réalité à mettre des bâtons dans les roues à tous les sites qui posent des cookies tiers de manière complètement déraisonnée et font du tracking dégueulasse. Mais les acteurs qui jouent le jeu, qui installent une CMP et qui demandent à l'utilisateur de consentir, là, pour le coup, on aurait du cookie tiers vertueux, encore fonctionnel. Ok, je vois. Après, ce que tu décris comme, enfin, ils osent pas supprimer les cookies tiers. Safari l'a fait quand même. Apple l'a fait avec Safari. Ça n'a pas Mais cassé le web. Ça a cassé un peu la pub, justement, mais justement, Apple s'en fout. Et ça n'a pas cassé le web dans l'absolu, quoi. alors, ça n'a pas cassé le web, mais ça a cassé un tiers de la valo de Meta. Et en fait, Tout à fait. pourquoi Apple a fait ça? Apple a fait ça pour tirer dans les pattes de Meta et faire en sorte de se mettre dans les meilleures dispositions pour ensuite devenir sa propre régie publicitaire sur son App Store. Aujourd'hui, Apple, ils sont très privacy preserving quand c'est les autres, mais quand c'est eux, voilà. Et je rappelle qu'il y a des, il y a des plaintes en cours pour favoritisme, enfin, justement concernant ces sujets de consentement. L'app Tracking Transparency, pour moi, c'est vraiment une des pires choses qu'Apple a pu faire pour les marques. Pourquoi? Parce que ils ont créé cette petite pop-up quand vous avez un mobile iPhone, vous l'avez tous vu, quand vous lancez une app pour la première fois, tu as cette pop-up qui dit: «Demandez à l'app de ne pas me suivre». Heu, on est vraiment dans une formulation qui vise à créer de l'opt-out. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement anticoncurrentiel d'Apple qui estime que, les applications mobiles n'ont pas de liberté en matière de présentation de leurs services et de leur activité. Ils doivent tous se plier à ça. Donc toutes les applications tierces sur mobile ont l'ATT, mais pas les applications Apple. Oui. Parce que les applications Apple, elles ont des jolis onboarding en 3 écrans où on t'explique tout ce qu'on fait, la privacy, c'est important, et cetera, et c'est complètement anticoncurrentiel. Ouais, ok. Et alors, je reviens quand même sur les finalités dont tu parlais. Donc, tu dis par exemple le retargeting. Donc, par exemple, je vends des chaussures. Les gens qui viennent sur mon site, je veux pouvoir en fait les recibler dans Google Ads ou Facebook Ads. Après, je Mmh. trouve qu'il y a une partie enfin, qui est liée au cookie tiers qui est un peu méconnue. En fait, je suis le vendeur de chaussures, l'utilisateur il accepte. En réalité, Google et Facebook vont aussi s'en servir pour mes concurrents de cette donnée. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se servir de cette donnée pour mapper l'utilisateur avec le fait qu'il charge des chaussures pour potentiellement leur placer des pubs, quoi. Et je trouve qu'il y a toujours cette ambiguïté-là qui est Mmh. finalement à qui on sert en fait. Est-ce qu'on sert avant tout Google et Facebook au global pour la performance globale de ce qu'ils font ou est-ce qu'on sert soi-même tu vois, en tant qu'éditeur? Et du coup, ça pose la même question pour l'internaute. Peut-être que parfois l'internaute n'est pas conscient de ce Mmh. qu'il partage, quoi. Tout à fait. C'est un sujet, comment dire? Qui est extrêmement, compliqué à aborder parce que, hem, la logique de favoritisme, des grandes plateformes, ces entreprises qui sont, valorisées, parfois, au-dessus du millier de milliards de dollars, cette fortune, elle ne s'est pas, enfin, comment dire? Cette capitalisation, cette valorisation, elle ne s'est pas faite nulle part. C'est effectivement le fait que les grands gagnants dans ce monde du retargeting, de la publicité, et cetera, ce sont les plateformes, avant tout.
Donc la valeur qu'elles permettent de créer, c'est presque un pouillème de ce qu'elles génèrent, elles, en valeur, grâce à leur scale, grâce à l'échelle qu'elles représentent. Aujourd'hui, je dirais que le débat sur la fin des cookies tiers et l'avènement du retail média ont déclenché une forme de prise de conscience chez les annonceurs et chez les publishers que la donnée first party, c'est-à-dire la donnée que eux collectent, a énormément de valeur et que dans une approche d'indépendance, c'est-à-dire d'être en capacité de générer son propre business pour soi-même et de ne pas dépendre des plateformes pour survivre, la collecte et la gestion des données first party devient cruciale. Et moi, je suis ravi de voir des initiatives aujourd'hui de création de contenu gaieté, de voir aujourd'hui des marques travailler la relation qu'elles ont avec leurs utilisateurs et pas considérer que c'est un flux. Donc on va travailler beaucoup plus sur la personnalisation du trafic, la constitution de bases de données, le fait de partager des données pseudonymisées ou anonymisées avec des partenaires qu'on a choisis qu'on a triés sur le volet. Ça, pour moi, c'est un vrai progrès dans l'industrie. Parce que là où les plateformes et où la tech en général a eu un effet un peu délétère en matière de vie privée, c'est qu'elle a laissé penser que tout se faisait en appuyant sur un bouton et que j'appuie sur un bouton, la donnée, elle est partie aux quatre coins du monde, je sais plus, 500 ou 600 boîtes, et puis après, ce qui se passe, c'est plus mon problème. Ben ça, c'est l'antithèse du RGPD. Le RGPD, il dit que si tu es responsable de traitement, tu dois savoir où sont les données, à qui tu les partages, quelles sont les pratiques de tes sous-traitants, et d'être en capacité de remplir les droits des personnes, droit à l'effacement, droit à la modification, etc. Or, dans un système extrêmement automatisé où tu as des API de partout et en fait, tu sais même pas qui sont les vendors, les sous-traitants à qui tu partages la donnée, c'est impossible. Donc, ce retour à la donnée first party où en fait, on va faire des deals avec des partenaires en leur disant ben voilà, j'ai ces données-là, je peux te partager un subset qui va te servir, toi, pour faire de la communication ciblée, mais je sais que je peux retirer les données, je sais que tu as un DPA, un Data Privacy Agreement, Data Protection Agreement, pardon. Tu as fait ce qu'il faut en termes de conformité, tu m'as rassuré sur ton niveau de maturité en termes de RGPD. Ben, c'est ça l'esprit du droit. Ouais. Le RGPD n'est pas là pour interdire le transfert de données. Au contraire, il est là pour le favoriser dans des règles vertueuses. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais tu reconnaîtras quand même que pour le coup, enfin nous on en fait, ça c'est un peu notre métier, hein, donc c'est typiquement tu es un e-commerçant, tu as de la donnée sur tes clients, etc. Et tu choisis à qui tu partages ces données pour faire des choses ciblées. Mais en fait, il faut déjà avoir une certaine maturité data pour chez le client, enfin dans l'entreprise, avoir un petit peu de budget aussi, parce que faut mettre en place des flux de données, de la gouvernance. Et qu'il y a quand même toute une partie du marché au final où tu vois, il y a un site web, il y a l'agence qui gère la partie acquisition, qui leur dit mettez les pixels de tracking. De l'autre côté, on dépense le budget, et puis bon, c'est pas accessible à tout le monde quand même. Certes, mais en même temps, il y a parfois certains budgets publicitaires qui pourraient être réalloués là-dedans. Ouais, je suis pas convaincu. Hein. Parce que en fait, la taxe Google, le fait d'acheter sa propre marque en AdWords, ou encore le fait de se positionner sur des requêtes extrêmement concurrentielles, on dépense parfois des budgets de dingue. Et nous, qu'est-ce qu'on constate en tant que CMP? C'est que ça génère des flux de visites extrêmement peu qualifiés, parfois même de la fraude, et que il y a une quantité de budget marketing qui est routé vers des canaux de mauvaise qualité, qui est considérable aujourd'hui chez toutes les boîtes. Hein. À chaque fois, on en parlait en amont, mais nous, une fois sur deux, voire plus, quand un client nous appelle en nous demandant « Ah, je comprends pas, mon taux de consentement a baissé », c'est « Ah bah oui, j'ai lancé une campagne sur tel truc ».
Et puis on se retrouve avec un trafic peu qualifié qui ne consent pas. J'invite tout le monde à aller voir ce que fait Augustine Fou, F-O-U. C'est un chercheur en performance publicitaire qui est basé à New York, qui a un outil et qui fait des travaux sur la fraude ad énorme. Donc tout ça pour dire que, Ouais. la maturité data, privacy, c'est effectivement un investissement pour les entreprises, mais c'est un investissement qui produira un retour sur investissement marketing beaucoup plus important que de simplement balancer de la campagne aveuglément sur les grandes plateformes. Ok. Alors, maintenant, si je me place du côté de l'internaute, du citoyen, de ce que tu veux, du consommateur, bref, de l'individu qui navigue sur Internet, au final, qu'est-ce qui m'empêcherait? Alors, imagine, demain, j'ai un petit plugin, je sais pas, qui clique automatiquement sur non sur tous les bannières de consentement. Je pense que c'était un peu en train de bosser là-dessus, ou sur oui, d'ailleurs. Ouais. Et plus un adblocker super agressif qui fait que finalement, en fait, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais bloquer les scripts. Donc, en gros, je vais cliquer sur non pour pas avoir à le faire moi-même, parce que ça m'en saoule de cliquer chaque fois que je vais sur un site. Et puis, de toute façon, je bloque tous les scripts. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de le faire? Pourquoi les Ah gens bah, le font pas plus? Et tu vois, et pourquoi on se dit pas, tiens, mais en fait, demain, bah, j'ai des idées, mais pourquoi on se dit pas, en fait, demain, plus personne consentira à rien et de manière automatique et ce sera terminé. Disons, c'est une conception de la. On touche à la conception de la vie en société et de la façon dont notre société est conçue. Euh, Si on veut faire partie d'une société, il faut concevoir que les gens ont besoin de vivre et de bosser. Et moi, je suis convaincu que une grande partie des gens a envie d'aider les entreprises à prospérer. Parce que si les entreprises prospèrent, c'est toute notre société qui prospère. C'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet d'innover, de faire de la recherche et de développement, c'est ce qui nous permet de créer de la valeur. Et on est aujourd'hui dans un contexte économique et politique où c'est malheureusement pas compris par tous, ou en tout cas on souffle un peu sur des braises populistes qui visent à laisser penser que les entreprises sont des méchants qui font du profit sans jamais le repartager. Mais voilà, la réalité de ce qu'on vit, nous, en tant que patron de PME, c'est que tout ce qu'on est capable de générer en valeur, on le remet dans de l'emploi, on le remet dans de l'activité. Et ça, c'est, je pense, un des combats qu'on doit mener en tant que CMP, de dire que le consentement, c'est avant tout un vote de confiance. D'accord? C'est pas, on va pas se mentir, la liberté de choix et la granularité de choix qu'on laisse à l'utilisateur sur les bandeaux cookies est aujourd'hui beaucoup trop complexe techniquement pour que quelqu'un qui ne soit pas du métier arrive à décider s'il doit dire oui ou non à tel ou tel cookie ou telle finalité. En revanche, moi, ce que j'aime à croire, c'est que c'est un vote de confiance. Est-ce que j'ai confiance dans cette entreprise pour bien gérer mes données? Est-ce qu'elle m'a donné des signaux qui m'invitent à m'abandonner dans ces pratiques pour lui partager mes datas, mon email, etc. Dans ce cas, je vais volontairement choisir de consentir. Et il y a beaucoup de gens comme ça, en fait. Nous, on fait des enquêtes utilisateurs. Je salue Marina, notre user researcher, qui parle aujourd'hui à beaucoup, beaucoup de personnes, et on s'aperçoit que le rapport à la donnée et à la confiance est aujourd'hui favorablement, c'est plutôt favorable. Effectivement, on va toujours trouver des gens qui vont avoir une approche extrêmement radicale, de dire je ne partage pas mes données, je bloque les pubs, je ne vais pas filer un sou à YouTube, je ne vais pas filer un sou au Figaro, etc. Ok, bah, good for you. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'un jour dans ta vie, tu seras amené à proposer des services, à monter ta boîte. Tu comprendras peut-être ce jour-là que bah, c'était une décision assez égoïste et assez comment Oui, mais dire. c'est marrant ce que tu dis. Alors la première partie, ça me fait penser à un peu la carte de fidélité, tu vois, au magasin. C'est-à-dire que finalement, quand tu prends, je sais pas, la carte de fidélité chez Leclerc ou n'importe quoi,
en réalité, tu en attends des bénéfices concrets qui vont être des réductions ou je ne sais quoi. Et d'autre part, tu as probablement effectivement un truc de confiance où tu dis que, voire même d'adhésion, j'en sais rien, mais en tout cas, Complètement. donc toi je vois que c'est un peu ta conception. L'autre conception, tu vois, qui est de dire, en fait, tu veux pas payer, good for you, mais bon, un jour, le karma bon, Oui, c'est ok, ça. mais tu vois, ce que je trouve marrant, c'est, tu vas pas aller au cinéma et dire, c'est vraiment une réflexion, c'est pas mon parti pris à moi, mais tu vas jamais aller au cinéma et dire, non, mais moi, en fait, j'ai pas envie de payer, quoi. Mais je vais m'asseoir dans la salle et je vous emmerde tous et je me base sur le fait que d'autres vont payer. Alors qu'en fait, la loi, tu vois, quand tu es un éditeur de site web, t'impose de donner le même service à la personne qui refuse d'une certaine manière. Alors, encore une fois, je sais pas du tout mon point de vue, mais c'est une réflexion que j'ai faite, c'est dans quel domaine la loi te dit, en fait, la personne qui te donne aucune contrepartie a le même droit que celle qui t'en donne une en tant qu'entreprise, tu vois. Ouais, boss gratos. C'est une, comment dire? On en revient un peu à la question de est-ce que la donnée est un bien, une valeur marchande? Moi, C'est vrai. je ne le crois pas. Je pense que, le RGPD a été écrit, de telle façon que c'est pas le cas. Tu sais, une anecdote qui m'avait été donnée par Maître Bensoussan, enfin, c'est un des avocats les plus brillants, et les plus en pointe sur la question des données personnelles. Il m'avait dit: «Le RGPD fait 99 articles». C'est pas, comment dire? C'est pas une erreur, c'est pas une coïncidence. S'il fait 99 articles, c'est aussi parce qu'il en manque un centième. Et le centième, c'est le droit de propriété sur la donnée. Mais le truc, c'est que le droit de propriété sur la donnée n'a aucun sens. Parce que le principe même de propriété implique que c'est cessible. Si aujourd'hui, je possède un stylo et que je te le vends, je ne possède plus ce stylo. Il ne m'appartient plus. C'est cessible. La donnée personnelle, mon nom, mon prénom, je ne peux pas la donner un jour à quelqu'un parce qu'en en fait, elle est encore à moi, elle m'appartient encore, tu vois. Et cette logique-là c'est incessible ouvre la porte en fait à une autre conception, c'est que on est plutôt dans le registre de la licence. Je t'autorise à utiliser mon nom. Je t'accorde une licence qui est révocable, qui peut du jour au lendemain être révoquée. Voilà, et c'est un peu le principe aujourd'hui du RGPD. Donc, on est sous licence, on met sous licence nos données à travers le consentement qu'on va pouvoir donner et qu'on peut révoquer. Et moi, je crois beaucoup plus dans cette approche-là. Je la trouve beaucoup plus saine, beaucoup plus, euh, beaucoup plus humaniste que de dire la donnée est une monnaie d'échange et puis tiens, je te donne mon mail et avec ça, tu me donnes des cacahuètes, quoi, tu vois? Ouais, je comprends, c'est pas intéressant. Comme quoi, tu vois où ça nous mène, on part sur un bandeau Ouais, cookie rigolo, et puis à la fin, on se pose des questions philosophiques sur qui on est vraiment. et c'est pour ça que j'adore Euh, mon job. ouais, je suis d'accord, c'est hyper intéressant. Et bah, on va peut-être faire la transition assez rapidement. Tu as commencé à parler de, bah, en tant que patron de PME, tu vois. Tu nous as un tout petit peu raconté l'histoire, mais malgré tout, moi, ça m'intéresse un peu. Alors déjà, je crois que vous êtes à Montpellier. Montpellier Euh, et Paris et Montréal. ok. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous d'être, tu vois, d'être né à Montpellier ou pas, ou est-ce que c'est Alors, anecdotique? Enfin, voilà, je sais pas. Je pense par Montpellier, ça. Montpellier est une terre d'accueil pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est, je crois, une des villes de France avec la plus grande démographie. Je sais plus comment on me dit. En fait, il y a le plus de gens qui rejoignent la ville chaque année. Euh, Moi, pour ma part, j'ai grandi dans la Creuse, au milieu des vaches. Ma cofondatrice Delphine a grandi sur l'île de la Réunion. Christophe, lui, est aveyronais. On a effectivement un rapport à la province qui est important, même si on adore tous Paris. Pour nous, en fait, ce qui est important, c'est surtout de savoir rendre au territoire qui nous a fait grandir et de lui rendre en fait ce qu'il nous a apporté. Tu vois, Montpellier, on a effectivement créé cette entreprise ici. On a bénéficié du soutien de toutes les institutions et c'est très important pour nous de rester fidèles aussi à ce territoire. Mais le futur d'Acceptio, il est international. Clairement, aujourd'hui, si tu veux, on a la capacité, on a l'équipe, on a le produit, on a le marché
qui nous permet de rêver nous rêver d'une croissance à la fois financière, mais aussi en termes d'équipe sur tous les continents. Et c'est clairement ce que j'ai envie de faire. Ok. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est une équipe de 45 personnes. D'accord. 45 personnes. D'ailleurs, voilà, on recrute pas mal. On va passer des caps fatidiques dans les prochains mois. On n'a pas vocation à devenir 150 ou 200 ou 300 dans les prochains mois parce qu'en réalité, on a un business model qui repose assez peu sur le sales, contrairement à beaucoup de nos concurrents. Il faut savoir que le marché du consentement, voilà, c'est un marché qui s'est pas mal structuré autour de 2018-2020. Tu as eu beaucoup de levées de fonds assez tapageuses avec des recrutements de commerciaux, de SDR, des account exécutives complètement, tu vois, des services pléthoriques qui passent leur temps à faire de la démo, etc. Nous, c'est pas notre ADN et c'est pas notre vision. On a une approche hybride de notre business model où on joue à la fois sur du sales à très très haute valeur ajoutée avec, tu vois, des gens qui sont vraiment au contact du client, mais sur des clients spécifiques. C'est-à-dire que c'est nous qui on choisit les clients avec lesquels on veut bosser spécifiquement en high touch pour nourrir ensuite la visibilité et la notoriété de notre produit pour que ce soit le self-service et la long tail qui prennent ensuite le relais. Donc cette approche-là, elle nous permet d'être très efficiente en termes d'investissement sales et marketing et de grandir à un rythme très efficace en matière de cash flow, quoi. Ouais, ok. Quand tu as créé la boîte, enfin quand vous êtes lancé sur ce pivot-là, Ouais. vous aviez une trajectoire où vous êtes dit on va faire, puis on verra. Comment tu avais déjà prévu ça? Disons on a fait quelques business plans. On a très vite intuité notre stratégie go-to-market et notre ambition internationale. Je dirais que le potentiel de ce qu'on est en capacité de faire, on l'a vraiment compris il y a 1 an. Puisque être un SaaS installé sur des millions de sites internet, c'est comment dire? C'est l'assurance d'un business model extrêmement efficace. Tu vois, c'est une machine de guerre parce que on a un taux de churn qui est extraordinaire. C'est-à-dire très peu de clients se désabonnent, les gens sont hyper fidèles. On a une croissance qui est hyper stable et qui est le produit de cette notoriété organique. Donc on a des métriques qui sont voilà, en canon. Mais en fait, le potentiel que la CMP et Taste, notre extension navigateur, dont on n'a pas encore parlé, mais tu l'as suggéré tout à l'heure, la synergie que ça fait naître nous donne énormément d'ambition pour les prochaines étapes. Parce que, en fait, il y a un je suis désolé pour l'anglicisme, mais il y a un pain utilisateur avec la CMP. On vend, j'aime bien dire qu'on vend la moins pire des bandeaux cookies parce que personne ne va se dire un jour ah trop cool un bandeau cookie. Malheureusement, on vend un produit qui est une forme d'assurance réglementaire pour nos clients qui vient interrompre un parcours de navigation utilisateur, qui vient créer de la perturbation malgré nos personnages de cookies et le ton sympa qu'on crée. Et donc, il faut qu'on s'attaque à ce problème-là. Parce que sinon, on va jeter dans les bras des plateformes tous les utilisateurs qui en auront marre qu'on leur extorque leur consentement à longueur de journée sur les sites médias et compagnie, et qui vont se dire en fait, le fil Facebook, le fil Twitter, c'est quand même beaucoup plus cool que tous ces sites où on m'agresse avec des bandeaux. Donc il y a une solution à ça. Et la solution qu'on a trouvée, elle est aujourd'hui en bêta privée. On a plus de 1000 utilisateurs sur l'extension.
Et effectivement, elle vient centraliser les préférences de consentement dans le navigateur pour faire en sorte de faire un choix éclairé sur tous les sites que tu visites à ta place. Et c'est là où cette logique de vote de confiance, elle s'opère, parce que tu vas nous dire, OK, quels sont tes critères pour faire confiance à un site? Et sur cette base-là, on va donner un consentement éclairé. Et l'idée, c'est pas de dire tout oui ou tout non, mais c'est de dire oui, mais pas forcément à tout le monde. C'est-à-dire que sur un site web, quand il y a 50 cookies différents, les 50 ne sont pas tous dignes de confiance. Mais on va donner oui à 40 et peut-être non à 10. Ok, je vois. Et ça, bah, du coup, on revient un peu en arrière sur, et puis après, on reviendra sur l'entreprise, mais il me semble que ça faisait partie des choses, avec arrière-pensée, mais qu'avait proposé par exemple Google dans Chrome en disant, en fait, pour se passer des bannières cookies, on pourrait avoir une sorte de réglage de consentement au niveau du compte ou de l'utilisateur, et en fait, qui irait s'appliquer à, tu vois, un peu ce que tu décris finalement. Et Mmh. si je ne me trompe pas, un régulateur avait refusé cette option. Je ne sais pas pour C'est quelle raison et tout, l'inverse. mais d'une certaine manière, tu recrées un peu ça par un autre biais. Ouais, c'est plutôt l'inverse. C'est la CNIL en fait c'est la CNIL qui avait poussé pour que les navigateurs centralisent le consentement. Ok. Et c'est pas que Google était contre. En tout cas, j'étais pas à ces discussions, donc je peux pas le dire et je veux pas propager de fake news, mais le régulateur français, la CNIL, était pour. Mais au G29, qui est en fait l'organe où il y a toutes les CNIL européennes, la proposition n'est pas passée. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que si tu fais ça, c'est que tu donnes à Google le pouvoir de gérer tes données, et en fait, fin du game. C'est Oui, plié, tu vois, enfin, il faut un tiers, il faut impérativement un tiers pour gérer ces données-là. Et d'ailleurs, nous, notre engagement, c'est de faire en sorte que le processing de tes données, il soit on-device. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer tes datas dans une black box pour consentir à ta place. Tout se passe dans ton navigateur et ça reste une donnée sur laquelle tu as du contrôle. Donc, on sait très bien que Google a les moyens de faire ça, hein, de centraliser les préférences, même si je peux te dire qu'après 3 ans de R&D sur l'extension, c'est du taf, mais ils auraient pu proposer une API ou autre. La raison pour laquelle ça n'arrive pas, c'est parce que les dommages en matière de PR et en matière de légal sont beaucoup trop importants. Ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Tu vois, pourquoi s'embêter quand tu es Google à gérer les préférences sur les sites des tiers, alors qu'en fait, ton utilisateur, il est logué dans oui, ton browser. Ils en ont rien à faire. Tu es logué. Donc les datas, voilà, enfin, c'est pas un souci. Au final, c'est même plutôt dans leur intérêt de faire en sorte que les sites de publishers galèrent avec ces réglementations pour eux, voilà, avoir une interface et des services qui sont voilà, sans couture, seamless, et qui proposent des expériences où tu n'as pas tout ça. c'est vrai, c'est vrai. Bah alors attends, on revient maintenant sur Acceptio. Donc, vous avez une équipe de dev, j'imagine. Vous avez quelques sales, account exécutifs, même si c'est pas ton Mm. principal truc de développement. J'imagine que vous avez un peu de marketing et tout. Euh, Là, vous avez de l'ambition à l'international, ce que tu disais. Vous avez levé des fonds récemment. On a levé des fonds, effectivement. Pour faire quoi, du coup? Ah bah, Pour l'international? développement international, partnerships. Nous, voilà, on est aujourd'hui dans une phase de croissance importante. C'est du RH. Enfin, on muscle notre jeu à tous les niveaux. Voilà. Ok. Et l'international, ça se fait comment? Tu me dis, vous avez ouvert un bureau à Montréal, par Ouais. exemple. En gros, l'idée, c'est d'ouvrir des bureaux à l'étranger ou plutôt d'opérer depuis quelques endroits. Alors, c'est un peu notre secret sauce, ça. Sur l'international, aujourd'hui, nous, on a effectivement une présence en Europe. Disons qu'on réfléchit plus en termes de fuseau horaire que de géographie. Tu vois, donc aujourd'hui sur l'Europe, on va probablement centraliser sur la France, mais encore une fois, voilà, c'est pas encore complètement figé, et puis ça reste encore la secret sauce. Ok, ok. Au sujet, est-ce que tu as des préceptes de management ou de culture d'entreprise, peut-être que tu estimes singulier, tu vois,
Alors, qui tiennent est-ce à que c'est cœur? singulier? Qui te tiennent à cœur sinon. Ouais, la transparence est totale, en interne. C'est-à-dire que, il y a aucun sujet qui n'est pas, partagé avec les équipes, sauf quand la loi, l'oblige, hein, évidemment, sur des sujets où la confidentialité est requise comme les RH et autres, mais, hem on partage, les signatures, on partage le chiffre d'affaires, on partage la croissance, on partage, les histoires de levée de fonds, on partage, les downs, les ups, voilà, tout est effectivement, partagé aux équipes. On a un weekly meeting, all hands, donc tout le monde peut parler, poser ses questions, et ça depuis le début, en fait, hein, depuis le début de l'entreprise. Ce qui s'est fait d'ailleurs en réaction aux expériences qu'on a pu avoir par le passé, où on était, dans une forme de flou, où on visualisait pas forcément ce qui se passait à haut niveau dans l'entreprise. Et quand on a créé notre boîte, on s'est dit bah, c'est ça qu'on veut faire. On veut que tous les collaborateurs aient accès à un même niveau d'information. Et donc, les informations sont disponibles. On a un Notion qui est voilà, au cordeau dans lequel on retrouve toutes les informations. On partage très souvent aux équipes et voilà. Donc après, je dirais la transparence, c'est vraiment le point le plus fort. Ensuite, on va avoir, bah, comme dans la plupart des entreprises un peu modernes aujourd'hui, une vraie réflexion autour du fun, de la bienveillance, le fait d'être, bah, très ouvert avec nos collaborateurs, d'être beaucoup de latitude, sur l'équilibre de vie pro perso, et cetera. Ok. Le all end dont tu parlais, donc le meeting tous les semaines où il y a tout le monde, il est en physique ou il est en distanciel? Et Les comment 2. vous gérez la Les distance? 2 parce qu'on a plus de 15 personnes à Paris et plus de 30 à Montpellier. Donc, c'est vrai en fait, on se réunit là, notre premier étage à Montpellier et puis à Paris, ils se réunissent aussi et on fait une visio, avec, Paris, Montpellier et Montréal maintenant. Ok, vous faites du multilocal, quoi. Maintenant, j'appelle ça Ouais, multilocal, c'est ça, comme le exactement. multiplex au foot, quoi. C'est Euh, ça. ok, ça marche. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je sais pas. Est-ce que toi, il y a d'autres sujets que tu souhaites aborder ou... Non, je peut-être juste redire que, voilà, dans notre vision du consentement, aujourd'hui, il y a cette logique de vote de confiance, vis-à-vis des marques, vis-à-vis des entreprises. On est dans une, phase de notre vie, politique et sociétale, qui est compliquée puisque beaucoup de choses sont en suspens aujourd'hui, hein, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais là, on est à la veille, du premier tour des législatives. Ouais. Heu, pour faire société et avancer, il faut que tout le monde, ait du sens, et du boulot. Et je pense qu'on y contribue avec Acceptio en essayant d'être ce tiers de confiance, qui aide les usagers d'internet et les entreprises à trouver un terrain d'entente sur la question des données personnelles. Donc voilà, c'est ça qui me tient à cœur. Et puis, je dirais aussi que derrière la logique de consentement, il y a un enjeu un peu plus profond qui se joue sur notre libre arbitre et notre capacité à décider par nous-mêmes de qui on veut être et comment on veut être. Et dans un monde où les plateformes et les algorithmes décident de plus en plus à notre place, ce qui se passe aujourd'hui sur les sites d'information avec les bandeaux cookies et le consentement, bah, c'est un, c'est un droit auquel on doit s'attacher. Voilà, avoir le droit de choisir, c'est important. Le droit de piloter à qui on partage ces données, c'est important et ça nous permet de rester en contrôle de ce qu'on voit et ce à quoi on est confronté. Et c'est un sujet qui est très très important pour moi. Ok, génial. Et moi, je rajouterais un peu différent, mais moi, je recommande aux boîtes françaises. Enfin, on a des belles solutions françaises dans la vôtre. Honnêtement, vous êtes super bien placé sur la qualité du produit, sur le prix et aussi sur le service. Et quand tu me dis, il y a des clients qui viennent vers nous parce qu'ils étaient maltraités. Honnêtement, il y a une grosse boîte américaine qui probablement a le mot confiance dans son nom, dans laquelle je me reconnais pas mal quand tu décris ça, moi, je trouve ça sidérant de voir comment les gens enfin, les clients sont maltraités à partir du moment où ils ont signé. Et voilà, je trouve qu'on a une belle boîte française là. Donc, moi, vraiment, j'invite tout le monde à considérer ces points-là dans leur réflexion, quoi. Bah, merci beaucoup Nicolas, ça me fait très plaisir à entendre.
Et vraiment, merci pour ton temps, Romain. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. Bah, Et c'était un plaisir. puis, bah, écoute, on se reparle bientôt. Alors, Ça marche. Merci beaucoup, Nicolas. Passe une bonne journée. ciao.